Alors, pour continuer, épisode 8 sur le chapitre 4, nous allons voir ce que deviennent les matériaux érodés, en particulier bien sûr au niveau des chaînes de montagne. Donc, en liaison avec l'érosion, nous avons aussi le transport des produits d'érosion. Donc, il se trouve qu'au niveau des chaînes de montagne, ce sont les torrents qui sont les principaux acteurs avec les glaciers de l'érosion en elle-même et du transport, donc de l'élimination des particules érodées. Donc, qu'appelle-t-on un torrent? C'est un cours d'eau de montagne caractérisé par une forte pente, donc typique dans les grandes chaînes de montagne, et un écoulement d'eau qui est parfois épisodique. En effet, là par exemple, on n'a pas beaucoup d'eau, on est plutôt en hiver, on a plutôt de la neige. Mais au printemps, il va y avoir des dégels et des grosses quantités d'eau avec des gros débits qui vont se déverser. Donc ces torrents de montagne, ici un torrent dans les Alpes, sont les principales structures d'érosion et de transport des particules érodées. Donc on voit les zones A, B, C. Hein, donc ici avec de la pente, ici un petit chenal et là la partie plate. Donc c'est la structure typique d'un torrent, avec en A ce qu'on appelle le bassin de réception. Donc la zone de pluie avec la forte pente où l'eau va agir vraiment comme facteur d'érosion principalement. On parle aussi de petits bassins versants. Donc cette eau va suivre la gravité et va se réunir en un chenal d'écoulement, donc un petit ruisseau de montagne, qui fait toujours de l'érosion, mais aussi du transport. Donc de l'érosion au fond du chenal, mais principalement du transport. Et puis en arrivant en bas de la pente, il y a ce qu'on appelle très souvent un cône de déjection, qui est un dépôt quand l'eau arrive en fait dans la partie où la pente est faible. Donc ce cône de déjection, c'est une zone de sédimentation en montagne et il se trouve au niveau de la jonction du petit torrent de montagne avec un cours d'eau permanent, une rivière, hein, de façon générale. Et donc seules les particules les plus petites vont continuer à être transportées dans la rivière et ensuite dans le fleuve où se réunissent différentes rivières. Un autre exemple ici typique, donc on voit très bien donc, au niveau d'un torrent de l'Himalaya, donc là on voit son chenal d'écoulement et là on voit très bien le dépôt du cône de déjection, donc une route. Et là on est encore en période sèche, on le voit puisque le niveau ici est en bas, le niveau d'eau donc est en bas. Donc des structures typiques de ces torrents. Donc ce transport va dépendre en fait du type de particules et de la taille des particules. Donc, un schéma ici qui résume globalement le transport dans un courant assez élevé. Ici, on voit qu'on a de la pente. Et donc, on va retrouver des particules qui sont des graviers qui vont plutôt rouler sur le fond et qui vont donc entraîner de l'érosion. Des sables qui peuvent sauter. Hein, saltation, c'est sauter. Voilà, qui vont glisser, tourner, sauter, qui participent aussi à l'érosion du fond. Et puis des particules plus légères, des siltes et argiles, qui sont donc en général des minéraux d'altération, qui eux se retrouvent suspendus dans l'eau et qui sont réellement transportés. Donc il existe un diagramme, le diagramme de Hjulström, qui est un diagramme que vous pouvez avoir en exercice, qui met en relation ici la vitesse du courant d'eau en centimètres par seconde par rapport en la reliant à la granulométrie, c'est-à-dire le diamètre en fait des particules solides, et on retrouve nos argiles, siltes, sable et gravier. Et en fait, on voit qu'en fonction de ces deux facteurs, les particules ne vont pas avoir la même action. On voit bien qu'avec une forte vitesse, de façon globale, toutes les particules peuvent entraîner de l'érosion, hein, en frottant contre la roche. Maintenant, à des vitesses moins importantes, on voit bien que les particules légères sont transportées, les particules petites, donc légères, alors que les particules plus importantes, comme le sable ou le gravier, vont sédimenter beaucoup plus facilement.
pour du gravier par exemple de 20 mm de diamètre, il faut pour qu'il soit transporté une vitesse qui atteint quasiment 200 cm par seconde. Donc avec ce graphique, on comprend bien qu'en haute montagne, au niveau par exemple de ces dépôts-là, ce seront plutôt des sédiments assez importants qui seront déposés, alors qu'au niveau de la plaine, n'arriveront au final que des sédiments beaucoup plus petits, qui sont plutôt des argiles et des siltes, qui donnent d'ailleurs cette couleur de boue assez typique des rivières riches en sédiments. Alors, si on étudie à l'échelle générale ici de l'Himalaya, on voit les différentes rivières et les deux grands fleuves, donc le Gange et le Brahmaputra, qui se réunissent et qui forment ce qu'on appelle the mouths of the Ganges, les bouches du Gange, car en effet ici se forme ce qu'on appelle un delta. Donc le cours d'eau se sépare en plein de petits cours d'eau plutôt horizontaux et qui vont donc libérer de l'eau et des sédiments à ce niveau-là. Donc on a ici tous les bassins versants qui vont récupérer l'eau et les sédiments de la chaîne himalayenne. Avec une image satellite, un petit peu zoomée, donc la chaîne himalayenne est là en haut, on voit donc certaines rivières qui viennent alimenter donc ici le Brahmaputra et là le Gange. Et on voit ici le delta du Gange avec ce qu'on appelle les bouches du Gange. Et on voit très bien dans ces images satellites, donc en vert, c'est le sol avec les végétaux, en bleu, l'eau de mer, et puis en fait, on voit ici très bien ces sédiments qui arrivent au niveau de la mer. Donc sédiments issus de l'érosion de l'Himalaya, de l'érosion aussi des roches le long des rivières et qui aboutissent au niveau de la mer. Alors de façon chiffrée, ce document qui vient de votre livre, donc avec 5 petits bassins versants qui sont étudiés en comparant les vitesses d'érosion en millimètres par an et les vitesses de ruissellement en mètres par an. Si on les compare et si on faisait un petit graphique, un nuage de points, on pourrait voir que globalement, sans obtenir une relation de proportionnalité parfaite, globalement, plus la vitesse de ruissellement est importante, plus l'érosion est importante. Donc ceci relie bien les deux phénomènes, il y a une corrélation entre les deux. Et la corrélation, c'est une relation de cause à conséquence. Le ruissellement provoque l'érosion. Un autre document ici très intéressant qui nous donne les flux sédimentaires, c'est-à-dire en kilogrammes par seconde, les quantités, les masses de sédiments transportés par seconde, comparé au débit des rivières, donc les mètres cubes d'eau transportés par seconde. Et on voit qu'on a vraiment deux périodes sur ces 2 années, 2001-2002, qu'on appelle les moussons. Alors les moussons, ce sont des très fortes périodes de pluie. Et donc au niveau de ces moussons, on va augmenter fortement le débit des rivières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le flux sédimentaire aussi augmente très fortement. Donc le transport des sédiments dépend bien du débit des rivières. Ceci nous permet de dire, pour le transport, qu'au sein d'une chaîne de montagne, l'eau reste vraiment le principal agent d'érosion des massifs montagneux, donc au niveau des bassins versants des torrents, ainsi que grâce aux glaciers, et le principal agent de transport des particules et des ions issus de cette érosion. Ils sont transportés par les torrents et ensuite par les fleuves jusqu'à la mer.